Sur le plateau de Webscran, je reçois Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, entre autres. Bonjour. Bonjour, avec qui je vais parler d'actualité et avoir son opinion sur ce qui se voit dans les entreprises, avec sa connaissance qu'il a de l'entreprise par le groupe Alpha, et plus généralement l'ambiance socio-économique qui déborde un peu dans les rues depuis 15 semaines ou 18 semaines avec les Gilets jaunes. Alors, comment vous voyez évoluer le dialogue social dans l'entreprise? Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans la rue va arriver dans les entreprises? Disons que le choix qu'a fait le gouvernement en matière de relations avec les partenaires sociaux n'est pas le meilleur. Il a visiblement essayé de les contourner sur certains sujets clés. Le président de la République estime que c'est souvent de la perte de temps que de consacrer aux partenaires sociaux l'attention qu'il faut. Et je crois qu'il se trompe. Et à vouloir de temps en temps diriger en direct le peuple, on se prend le peuple aussi en retour en direct, et le mouvement des Gilets jaunes est une forme d'expression de ce type. Ceci dit, est-ce que le gouvernement, je veux donner des circonstances atténuantes à ce gouvernement, est-ce qu'il ne paye pas l'addition, y compris d'un président de la République qui avait dit un jour, il y aura une grève et on ne s'en rendra pas compte? Parce que c'est aussi toute cette accumulation. On ne peut pas charger le dernier gouvernement. C'est les 20 dernières années qui sont... Incontestablement, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé depuis 1, 2 ou 3 décennies. Et je pense que la question sociale en France est depuis très longtemps maltraitée. Aujourd'hui, on a des organisations syndicales faibles. Malgré leur bonne volonté, malgré leur courage, parce qu'il faut parfois le souligner, elles ont un contact avec la réalité qui est faible parce que leur taux de syndicalisation est faible, beaucoup plus faible que dans la plupart des pays européens. Jusqu'à ces derniers temps, elles avaient une légitimité, elles l'ont toujours, forte au travers des élections, qui rassemblent plus de monde, toute proportion gardée, que dans le système politique. Mais cette légitimité est aussi en train de s'effriter. Il y a un taux d'abstention qui monte dans les entreprises. Et quelque part, les Gilets jaunes, c'est bien entendu une interpellation forte pour le président de la République et pour le gouvernement, ça c'est incontestable, mais ça oblige aussi les organisations syndicales, et patronales d'ailleurs, à se remettre en cause. Quand on regarde bien le mouvement des Gilets jaunes, il a préempté une revendication qui est essentiellement syndicale, le pouvoir d'achat. Il lui a en plus donné une dimension un peu nouvelle en intégrant les questions de fiscalité, ce que font rarement les organisations syndicales. Alors dans la confusion parfois, dans des propositions qui n'étaient pas toujours très cohérentes, mais enfin l'aspiration populaire qui est derrière tout ça est tout à fait réelle. Alors le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est une forme d'interpellation pour les syndicats de 3 types. D'abord, ils ont gagné assez rapidement, ce qui ne veut pas dire que les syndicats n'ont rien obtenu ces derniers temps. Il y a en France des conventions collectives, un cadre du travail qui est assez maîtrisé, mais les Gilets jaunes ont gagné très vite des choses substantielles. La mise en cause de la CSG pour les retraités, une forme d'augmentation du SMIC, même si elle est peut-être assez originale, la mise en cause de la taxe carbone dans les faits, donc des choses qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes, deuxièmement, c'est aussi une interpellation par rapport au réel vécu par les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi. Dans les ronds-points, on est là où les gens passent. On colle au terrain. On reproche souvent aux syndicats de ne pas assez coller au terrain. Et la troisième leçon que donnent les Gilets jaunes, indirectement, c'est que c'est apparu pour l'opinion, malgré toutes ces contradictions, malgré les tentatives de récupération, malgré les scènes de violence aussi, qui déconsidèrent un petit peu le mouvement, et même beaucoup, le mouvement est apparu comme unitaire. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Très hétéroclite quand même. Oui, très hétéroclite quand même, mais il s'est exprimé de façon relativement cohérente. Bon, après, il y a bien entendu des contradictions qui petit à petit émergent, des leaders ou des tentatives de leadership qui apparaissent également, mais il est apparu comme un mouvement unitaire, alors que le mouvement syndical apparaît comme quelque chose de divisé. 8 organisations syndicales en France. Je le dis souvent, il y en a trop. On ne va pas aller vers 1 ou 2, mais il faut qu'il y en ait moins demain et qu'il y ait une concentration du monde syndical pour lui donner beaucoup plus de consistance et de solidité. Donc derrière ce mouvement et cette interpellation, moi j'espère, je souhaite et je pense que les organisations syndicales vont se remettre en cause, vont regarder à la fois le contenu des revendications qu'elles portent et en même temps les modalités d'action qui sont les leurs. Le contenu de la revendication, il y a eu ces derniers temps des dizaines de milliers de jeunes à côté des Gilets jaunes dans la rue
sur des enjeux écologiques, sur des enjeux de la transition énergétique et plus largement de la relation entre le social et l'écologie. Les syndicats sont trop absents de ces questions-là. Trop. Elles vont venir petit à petit dans l'entreprise, elles y sont déjà, mais ils sont insuffisamment présents. Derrière ce mouvement, il y avait beaucoup de jeunes. Le mouvement syndical a aujourd'hui des difficultés à capter les jeunes. Ça renvoie peut-être à ses modalités d'action. Peut-être aussi au développement de l'individualisme qui coupe de l'action collective. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que les difficultés qu'a eu la CGT dans la succession de Bernard Thibault, puis FO dans la succession de Jean-Claude Mailly, est-ce que vous ne pensez pas que dans le monde syndical aujourd'hui, il y a un problème, ils n'arrivent pas à trouver les successeurs, à trouver les locomotives qui vont représenter correctement leur organisation syndicale? Oui, mais vous savez, quand on a du mal à assurer la succession, c'est que les questions de doctrine n'ont pas été correctement traitées. C'est parce que les lignes sont insuffisamment claires au moment de la gestion d'une succession que les responsables s'étripent parfois, violemment, parfois un peu plus pacifiquement, mais en gros les problèmes d'hommes l'emportent sur les problèmes d'idées. Et moi je pense que les deux organisations que vous avez citées doivent faire, je pense qu'elles en ont conscience, un effort pour clarifier leurs lignes. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas y être exposés. Hein. Bien sûr. Et puis la CFDT, dans le temps, a eu aussi des problèmes de succession. Il y en a eu à la CFE-CGC. Tout le monde passe par là. Et puis bon, c'est pas un drame non plus. Les partis politiques, ils passent également régulièrement. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est souvent le reflet d'une insuffisance doctrinale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doctrine. Ça veut dire en tout cas qu'elle n'est pas claire, ni aux yeux des syndiqués, ni aux yeux des salariés. Donc il y a aujourd'hui un gros besoin de clarification, pas seulement parce que les Gilets jaunes sont passés par là, parce qu'il y a un autre problème pour les organisations syndicales qui est majeur, ce sont les ordonnances. Les ordonnances, j'ai l'habitude de dire que c'est un remède de cheval sur un corps malade. Alors certains pensent au gouvernement qu'avec un remède de cheval, on va amener les syndicats à se réveiller et à se dynamiser. Quand le corps est malade, on peut aussi les étendre pour le compte. Hein. Et dans certains endroits, le mouvement syndical est tellement affaibli que les ordonnances ne lui donnent pas les moyens de s'exprimer correctement. C'est bien beau de dire on va développer le dialogue social dans l'entreprise et la négociation collective dans l'entreprise, au détriment de la branche ou au détriment de la loi, mais encore faut-il qu'il y ait des acteurs consistants. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre évident entre l'employeur et les salariés, entre les organisations patronales et les organisations syndicales, ce qui ne veut pas dire que les organisations patronales se portent bien. Mais une entreprise a moins besoin de syndicats professionnels qu'un salarié a besoin de syndicats. Donc aujourd'hui, ce déséquilibre, il entrave véritablement le développement de la négociation d'entreprise et le développement du dialogue social. Des ordonnances comme ça, sans prendre en compte cette situation, peuvent avoir un effet extrêmement négatif et c'est ça qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que fut un temps quand il y avait les organisations syndicales qui portaient les revendications, les pouvoirs publics avaient un interlocuteur, sauf que là, avec les Gilets jaunes, par définition, il n'y a pas d'interlocuteur. Est-ce que vous voyez une sortie de crise quand il n'y a pas d'interlocuteur? Moi, je pense que la sortie de crise, d'abord, elle sera longue, quelles que soient les mesures qui seront apportées. Ça ressemble à 1947. Hein. Oui, quelles que soient les mesures qui seront apportées par le gouvernement, il faudra prendre du temps. Et dans ce temps long, il faut réfléchir à la façon de redonner du dynamisme au dialogue social, à la négociation, et donc aux acteurs du dialogue et de la négociation. Comment on peut demain faire en sorte que les syndicats ne soient pas plus affaiblis qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui? Ça les interpelle, c'est évident. C'est des remises en cause qu'ils doivent faire eux-mêmes, c'est évident, mais ça concerne aussi le gouvernement. Si on donne le sentiment que les syndicats ne servent à rien, si on contourne le dialogue avec eux, ben on a les gilets jaunes dans la rue, avec la difficulté que vous évoquez, c'est-à-dire des interlocuteurs difficiles à trouver, une hétérogénéité des revendications qui est réelle, ça part un peu dans tous les sens, ce qui est d'ailleurs normal parce que... Une infiltration par des groupuscules qui nuit plus au mouvement qu'autre chose. Une tentative de récupération politique qui pour l'instant a échoué, mais par contre malheureusement ce qui n'a pas échoué c'est la pénétration dans les manifestations de manifestants extrêmement violents, qu'on les rattache à l'ultra-gauche ou à l'ultra-droite, c'est pas le problème, ou c'est parfois à la voyoucratie d'ailleurs, mais ils nuisent au mouvement des Gilets jaunes, mais plus globalement, ils nuisent à la société. Mais il faut rétablir des formes de dialogue. Et on ne peut pas se contenter de dire que les syndicats sont faibles, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec le patronat, que le patronat lui-même est affaibli. Il faut que la société et donc le gouvernement réfléchissent à la façon de dynamiser ce dialogue. Et c'est là que je dis que les ordonnances, c'est trop fort, trop rude, par rapport à la situation actuelle
des syndicats et je dirais même du patronat. Mais le patronat s'en tire toujours mieux que les salariés, je le dis également souvent. Donc il faut que le gouvernement réfléchisse à une façon de redynamiser ce dialogue, de redonner du poids, de la valeur aux organisations syndicales et de ne pas donner le sentiment qu'ils les contournent en permanence et que leur travail n'a pas une grande utilité sociale, parce que c'est un peu le sentiment que les organisations syndicales aujourd'hui ont quand elles discutent ou qu'elles essaient de discuter avec ce gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelques changements sur les ordonnances qui ont été publiées? Est-ce qu'on va revenir sur certains points qui vont redonner un peu plus de poids au dialogue social? Moi, je pense qu'il est souhaitable de les revisiter. Il y a une commission d'évaluation des ordonnances, avec notamment Jean-François Pillard, ancien délégué général de l'UMM. Qui était sur le plateau il y a 6 mois ici. Marcel Grignard, l'ancien numéro 2 de la CFDT, et puis d'autres acteurs qui représentent aussi les partenaires sociaux. Cette commission a publié un premier rapport en décembre. Quand on lit bien ce rapport, c'est un rapport d'inquiétude. Il voit bien qu'aujourd'hui, les ordonnances, c'est quoi sur le terrain? C'est une focalisation massive sur les enjeux de moyens. Les heures de délégation, le nombre de mandats, avec d'un côté les syndicats qui essayent de sauver le minimum, et de l'autre côté les DRH qui essayent parfois d'abuser de la situation et de contraindre les syndicats à un contenu en termes de moyens qui n'est pas satisfaisant. Bon, si cette commission fait ce constat-là, c'est un signal d'alarme. Et d'ailleurs, elle dit en gros qu'il faut qu'en 2019, les choses changent déjà. Autrement, on va arriver à la fin des 2 années de mise en place des CSE, à la place des comités d'entreprise et des CHSCT, qui ne va pas être quelque chose de satisfaisant. D'autant plus que j'avais avant-hier matin la CFTC ici qui me disait qu'ils ont une grosse inquiétude parce que selon une étude qu'ils ont faite, à date, sur le nombre d'élections de passage de CE en CSE, on aurait 40% de procès-verbaux de carence. Oui, et puis surtout la grande majorité des CSE ne sont pas encore mises en place. Donc ça va se faire en 2019. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que si on reste dans l'état actuel, je pense qu'au lieu de revivifier le dialogue social, on va l'appauvrir. Encore une fois, développer la négociation d'entreprise, ça a du sens. Négocier au plus près du terrain, là c'est aussi une interpellation des Gilets jaunes quelque part, ça a du sens. Mais il faut être 2 pour négocier et 2 solides, qui ont de la compétence pour négocier, qui ont la légitimité des salariés d'un côté, des entreprises de l'autre. Et aujourd'hui, vous n'avez pas cet équilibre. Et à partir de là, la négociation d'entreprise risque surtout de se transformer en dialogue à sens unique, où le dirigeant d'entreprise prend ses responsabilités sans beaucoup de dialogue et sans beaucoup d'échanges avec les représentants des salariés. Un DRH à Lyon que j'ai eu au téléphone récemment m'a dit on va avoir les NAO là, et c'est il y a quelques semaines, et certains viennent déjà au boulot, des délégués syndicaux, avec des gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ce mouvement risque d'infiltrer les entreprises et qu'on ait dans les entreprises au moment des négociations ce type de relation tendue? Le risque existe, il dépend à la fois de la réaction, de la réactivité des syndicats et de celle des entreprises et des DRH. S'il n'y a pas d'espace suffisant pour un dialogue de qualité, s'il n'y a pas des revendications qui sont traitées avec suffisamment d'attention, oui, il peut y avoir quelque chose qui ressemble dans l'entreprise à ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Alors quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre la forme d'une défiance vis-à-vis des organisations syndicales, si on s'aperçoit qu'elles sont relativement inefficaces. Et pour qu'elles soient efficaces, encore une fois, il faut leur donner les moyens de l'être. Il y a des choses qui relèvent de leur responsabilité, mais il y a des choses qui relèvent de l'entreprise ou du gouvernement. Donc si les salariés qui étaient hier sur les ronds-points s'aperçoivent que les syndicats ne sont pas suffisamment efficaces, il va se passer quoi? Ce qui s'est passé dans le domaine politique, d'abord une montée de l'abstention. On la voit déjà apparaître dans certaines entreprises, dans certaines grandes entreprises. Depuis quelques mois, c'est assez sensible. Et puis après, peut-être des choses un peu moins faciles à maîtriser, comme les gilets jaunes ont été difficiles à maîtriser dans la dernière période. Donc ce n'est pas l'intérêt du dialogue social, de la négociation, des salariés et des entreprises, qu'il n'y ait pas de cohésion et de confiance entre les acteurs dans l'entreprise. Donc il faut absolument que dans les mois qui viennent, ces choses-là évoluent. Et s'il faut modifier un peu les ordonnances, pour répondre à votre question, oui, il faudra modifier les ordonnances. Après tout, si le gouvernement a mis en place une commission d'évaluation, c'est pour en tirer des enseignements. Pour l'instant, je constate que cette commission d'évaluation est assez dubitative et même assez pessimiste. Donc il y a des choses qui ne marchent pas. Et encore une fois, il peut y avoir de temps en temps
des démarrages difficiles parce que le moment n'est pas le bon pour développer certaines choses. Le rapport de force n'est pas le bon pour développer la négociation collective. Le poids des syndicats n'est pas suffisant pour donner du corps au dialogue social. Donc si les ordonnances ignorent cette réalité et passent au-dessus de ce que l'on vit sur le terrain, ben, elles taperont à côté de la plaque. Et au lieu, comme l'affichait le gouvernement, de donner vie au dialogue social et à la négociation d'entreprise, on s'apercevra qu'il y aura moins de dialogue et moins de négociations demain dans l'entreprise, avec des corps intermédiaires, comme l'on dit, affaiblis. Donc ce n'est pas l'intérêt du gouvernement, ce n'est pas l'intérêt des entreprises, et bien entendu, ce n'est pas l'intérêt des salariés. Alors une dernière question, est-ce que vous voyez, moi je trouve beaucoup de similitudes avec ce qui s'était passé en 1947. Au début, c'est parce qu'on avait réduit la portion de pain que les gens sont descendus dans la rue. Donc là, c'était la hausse des prix des taxes sur le gasoil. On peut faire un parallèle. Hein. Et puis, rien ne s'était passé jusqu'à ce que les organisations syndicales de l'époque, donc la CFTC et la CGT, entrent dans la danse autour du mois de juin, où là, ça avait pris des proportions considérables. Moi, sur la frise temporelle, je vois quelque chose d'assez similaire. Est-ce que vous le voyez évoluer de la même manière ? Je crois que les organisations syndicales ont bien compris, après c'est pas facile à réaliser, que derrière le mouvement des Gilets jaunes, il fallait qu'elles apparaissent de façon plus claire sur le terrain, peut-être aussi plus unitaire. La déclaration des 5 organisations au début du mois de décembre n'était pas suffisante, c'était quand même un peu faible comme contenu, donc elles s'aperçoivent qu'il faut qu'elles prennent le relais. Et si elles arrivent à prendre le relais, je pense que le dialogue sera canalisé au bon sens du terme, que l'expression des revendications sera peut-être plus facile à prendre en considération et que ce mouvement sera plus équilibré, j'espère aussi moins violent, parce que les organisations syndicales savent aussi calmer ce type de phénomène, mais ça c'est pas gagné. Mais on sent bien que les organisations syndicales ont envie de prendre ce relais. Pour l'instant, elles sont quand même encore divisées, on le voit bien, entre 2 blocs. D'un côté, la CFDT, l'UNSA qui signe l'appel des 19, de l'autre côté, la CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaire, qui manifestent sur des terrains du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la formation, enfin sur les terrains clés pour les salariés. Il faudrait que tout ça converge un petit peu pour qu'on revienne à la situation que vous évoquez sur le plan historique. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait, mais il y a quelques prémices qui sont de ce point de vue-là assez intéressants. Merci Pierre Ferracci d'être venu nous voir. Merci à vous.